Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier la couche liaison de données. Alors au sommaire, le protocole Ethernet, bien connu bien sûr au niveau de la sous-couche MAC. Nous dirons quelques mots de la sous-couche LLC, puis le protocole Wi-Fi un peu plus détaillé, et enfin le protocole PPP, Point-to-Point Protocol. Alors tout d'abord au niveau du rôle, si on essaye de regarder ce qu'apporte la couche 2 à la couche réseau, puisque c'est donc justement dans le modèle OSI, eh bien, il lui apporte tout d'abord une communication sans erreur entre deux entités directement connectées physiquement, et pour cela, elle doit gérer le partage du support et donc doit détecter les erreurs de transmission. Voilà donc ce qu'apporte à la couche 2 la couche réseau. Alors maintenant, on peut regarder sur quelle fonctionnalité de la couche 1 elle va s'appuyer pour faire ça. Eh bien, elle va s'appuyer tout simplement sur un support et un signal utilisables et actifs. Alors, une petite remarque, la couche liaison est censée fonctionner en mode connecté pour établir cette communication. Un petit rappel sur les différents temps standards. Donc, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le temps de propagation, qui est le temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre. Et vous avez ensuite le temps de transmission, qui est le délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne au même point. Donc tout ça, ça vous donne le temps d'acheminement, qui est le temps que vont mettre les informations pour aller d'une machine à une autre pour envoyer un message. Donc ce temps d'acheminement, TA, c'est tout simplement la somme du temps de propagation et du temps de transmission. Donc sur un schéma, ça donne ça, schéma qui a déjà été décrit dans un cours précédent. Donc le temps, c'est l'axe vertical vers le bas, la distance, c'est l'axe horizontal vers la droite. Donc on voit que vous avez le temps qui évolue en fonction de la distance, donc ça, c'est le temps de propagation qu'on retrouve ici. Puis le temps de transmission de l'émetteur, on le retrouve au niveau du récepteur, bien sûr, c'est le temps pour absorber toutes les données si vous préférez. Bien, ceci étant dit, voyons un petit peu les protocoles de la couche 2. Alors au niveau de la couche 2, on va se limiter donc aux réseaux locaux. Vous avez deux sous-niveaux qui sont appelés LLC, Logical Link Control, et MAC, Medium Access Control. Alors on verra que très souvent, et c'est le cas du standard Ethernet, la sous-couche LLC est quasiment absente. Alors vous avez tout d'abord ce qu'on appelle les réseaux locaux, qu'on trouve ici, dans lesquels vous avez sous-couche MAC et éventuellement la sous-couche LLC. Et le plus connu, eh bien, il est ici, c'est I3E 802.3, c'est-à-dire le standard Ethernet, tout simplement. Vous avez aussi les bus achetons, ici, industriels, on retrouve les réseaux urbains, etc. Alors, il faut savoir que ici, bon, HDLC en mode équilibré est plus tellement utilisé maintenant, il est encore au niveau des aéroports, à cause justement de sa fiabilité, mais il est lent. Par contre, au niveau des réseaux en dial-up, c'est-à-dire par exemple entre chez vous et le prestataire France Télécom ou autre, eh bien, on trouve des protocoles du type PPP-oE, ce qui veut dire PPP over Ethernet, par-dessus Ethernet, ou PPP over ATM, ici. On en dira quelques mots à la fin. Alors, commençons donc par la fameuse sous-couche MAC, qui est la plus importante. Alors, cette sous-couche MAC, comme on l'a déjà dit, elle est responsable de deux choses principalement. Tout d'abord, le contrôle d'erreur et ensuite la gestion de l'accès au support de transmission. Comment est-ce que je vais permettre que des messages circulent correctement sur le câble, sans collision, etc. Alors la sous-couche LLC, elle, quand elle existe, fait fonctionner tout simplement la couche 2 en mode connecté, c'est-à-dire qu'elle établit une connexion, définit des adresses de service, etc. Alors au niveau de la couche 2, le protocole standard, bien sûr, et celui qu'on va étudier un peu plus en détail, c'est Ethernet. Alors le standard Ethernet, qu'est-ce qu'il recouvre? Eh bien, si on regarde un petit peu au niveau des couches, on voit que le standard Ethernet s'étend sur la couche physique et sur la sous-couche MAC. Alors au niveau de la couche physique, ben, ça va être des fonctionnalités physiques particulières sur la carte réseau, les transceivers, les câbles qui n'existent que pour le standard Ethernet. Transceiver, c'est tout simplement un organe de détection de signal qui est propre au standard Ethernet. Et puis ensuite, au niveau de la sous-couche MAC, eh bien là, ça va être un peu plus logiciel. Il va falloir gérer
correctement l'accès au support pour gérer les collisions, justement. Alors, parlons-en, ce protocole CSMACD, ce qui veut dire Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, c'est un accès au support qui est de type probabiliste ou aléatoire. Chaque station émet des trames quand elle le désire, donc il va forcément y avoir des risques de conflit d'accès qui vont être pris en charge par le standard CSMACD. Chaque station qui émet écoute en permanence et donc elle est capable de détecter une éventuelle collision. Alors avant de passer à l'algorithme, nous allons voir un petit peu à quoi ressemble la trame CSMACD. C'est extrêmement important. Alors ici, vous avez la trame. Alors tout d'abord une partie verte, ici, c'est ce qu'on appelle le préambule, le préambule qui est sur 8 octets. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le préambule? D'une part, c'est quelque chose qui relève de la couche physique, on va voir pourquoi, parce qu'en fait, c'est une suite de 0 et de 1, c'est-à-dire la séquence binaire est constituée d'une suite de 0 et de 1 alternés, c'est-à-dire 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et en fait, ça, si on regarde, ça correspond tout simplement à une horloge. Eh bien, le rôle du préambule, c'est d'asservir la phase de l'horloge de réception sur celle de la trame, tout simplement. Et comme ça, on pourra scaler et récupérer tous les bits qui suivent correctement au milieu de l'intervalle. Donc, vous voyez bien que ce préambule, en fait, relève purement de la couche physique. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Il ne fait donc pas partie, à proprement parler, de la trame CSMACD. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'entête de la trame CSMACD? Eh bien, vous avez tout ce qui est jaune, c'est-à-dire une première partie ici, puis une deuxième partie à la fin, comme on en avait déjà parlé lors du cours précédent, qui est tout simplement la séquence de détection d'erreurs. FCS, Frame Check Sequence. Alors, au niveau de l'entête, eh bien, on trouve tout d'abord l'adresse de destination sur 6 octets, qui est l'adresse physique donc du destinataire. On trouve l'adresse physique de l'émetteur, aussi sur 6 octets, puis un champ longueur type qui, lui, est sur 2 octets. Ça, c'est l'identifiant du protocole de la couche supérieure. Donc, vous voyez que ici, vous avez un lien entre une couche et ce qu'elle transporte. De même, on verra que dans l'entête de la couche 3, il y a un lien avec ce qu'elle transporte. Donc, vous voyez qu'au niveau de chaque couche, il y a un lien avec ce qui suit. Ce n'est pas complètement indépendant. Alors, passons maintenant au protocole CSMACD. Alors ici, on va prendre un exemple très simple. 3 stations reliées par un hub ou un switch. Enfin, généralement un hub. Alors ici, vous avez une première station et vous voyez que l'intervalle des temps, ici, c'est l'axe horizontal. Donc sur l'axe horizontal, cette station émet son message et ce message va durer donc un certain temps. Pendant ce temps, eh bien, vous voyez que les stations 2 et 3, qui donc sont connectées sur le même bus, désirent émettre de l'information. C'est pour ça qu'on y a mis en pointillé. Alors, est-ce qu'elles vont émettre? Eh bien, la réponse est non, parce que leur transceiver, qui est comme une oreille, si vous préférez, qui est sur le câble, écoute et elle voit que le câble est occupé puisqu'on est en train d'émettre. Donc, ces stations n'émettent pas. Donc, il n'y a pas de collision à ce moment-là. Puis, dès que la première station a terminé, après un petit temps intertrame, ici, les 2 stations qui veulent émettre constatent que la voie est libre en même temps. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles émettent strictement en même temps. Et c'est là qu'il va y avoir collision. Alors, la collision n'est pas instantanée. Pourquoi? Eh bien, il faut se référer à ce que j'ai dit au début de ce cours, c'est-à-dire qu'il y a un certain temps de propagation. Donc, il faut un certain temps pour que toutes les stations se rendent compte qu'il y a collision. Et quand il y a collision, c'est ce qu'on appelle jam, il va y avoir donc, si vous voulez, la cacophonie sur le câble, et ça dure un certain temps. Ce temps, on l'appelle back-off. Donc, lorsque les stations ont détecté la collision, eh bien, chacune va tirer au sort un temps d'attente aléatoire. Et ce temps d'attente, ici, il va être de T2, ici, il va être de T3, et on voit que T3 est plus petit que T2. Donc, dans ce cas-là, il va y avoir départ
de la transmission pour T3. Comme le temps d'attente de T2 se termine à ce moment-là, eh bien on voit qu'à ce moment-là, T2 serait susceptible d'émettre, mais elle ne le fera pas parce que naturellement, son transceiver écoute le câble et voit qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train d'émettre. Donc il n'y aura pas de collision à ce moment-là. Alors le seul cas où ça peut mal se passer, c'est le cas où on tire à nouveau deux temps d'attente qui sont exactement les mêmes. Donc là, il y aura à nouveau collision. Donc on retire à nouveau, etc. Donc on espère qu'au bout d'un certain nombre de tirages, il n'y aura pas de collision. Eh bien ça, c'est justement le cœur de l'algorithme CMA-CD. Alors tout d'abord, vous voyez que si le nombre de tentatives est égal à 1, c'est-à-dire la première tentative, première collision, on met max back-off à 2. Voilà. Et ensuite, on part, on calcule un délai. Ce délai, c'est int de random de fois max back-off. Donc on calcule un nombre aléatoire fois max back-off et on attend un délai, le délai donc qu'on vient de calculer, multiplié par une durée minimale qu'on appelle slot time. Okay, donc ça vous donne un temps d'attente en millisecondes. Et la station attend ce temps d'attente. Alors si par hasard il y avait une deuxième collision, alors on regarde si on a atteint un nombre de tentatives limite, maximum, qui est de 10, et si on l'a atteint à ce moment-là, max back-off égale max back-off limite, c'est-à-dire le temps n'augmente plus. Et dans ce cas-là, il peut y avoir saturation du réseau. Sinon, on augmente le max back-off en le multipliant par 2. Donc on double le temps d'attente à chaque fois. Et puis on attend ce temps-là à partir d'un nombre aléatoire, etc. Donc on espère qu'avec ce protocole, eh bien normalement, ça diminue fortement les collisions. Alors c'est ce qui se passe en général, sauf que s'il y en a vraiment trop, s'il y a énormément de stations qui sont sur le même support, eh bien le risque de collision augmente naturellement, et là on peut arriver à une véritable saturation. Mais ça, on en reparlera plus tard, c'est ce qu'on appelle un état de congestion. Donc ici, tous les mots qui sont là-dedans sont décrits. Attam, c'est le nombre de tentatives pour accéder à la voie. Max back-off, c'est la borne supérieure de l'intervalle de tirage. Back-off limite, c'est 2 puissance 10. Le délai, c'est l'attente avant la transmission. Et je rappelle que int renvoie une valeur entière par défaut, pas par excès. Et random, le générateur de nombres aléatoires entre 0 et 1. Voilà donc pour ceci. Alors, quelques mots sur la normalisation, c'est-à-dire que les câbles qu'on vous vend pour des réseaux Ethernet sont normalisés. Alors, ils sont normalisés comment? Vous avez 3 informations dans la normalisation. La première, c'est un numéro N1. N1, en fait, c'est la vitesse de transmission exprimée en mégabits par seconde. Si par exemple j'ai 100, eh bien ça voudra dire 100 mégabits par seconde. Si j'ai 1000, ça veut dire 1 gigabit par seconde. Vous avez ensuite un identificateur qui, lui, représente le type de signal. Ça avait été décrit donc au premier chapitre. Soit c'est le signal en bande de base, c'est-à-dire numérique, soit c'est du signal en bande large, c'est-à-dire analogique. Exemple, 100 base T, donc base, c'est bien sûr de la bande de base, ou si j'ai 10 broad quelque chose, broad, c'est de la bande large, donc signal analogique. Et enfin, un deuxième nombre, N2, ou une indication explicite en hectomètres, si c'est un chiffre, ou implicite de la taille maximale du réseau. Alors par exemple, si c'est 100 base T, vous voyez qu'ici, T, ce n'est pas un nombre, c'est-à-dire c'est implicite. T, ça veut dire que c'est de la paire torsadée. Eh bien, on sait que pour la paire torsadée et pour du 100 mégabits, la distance max, c'est de 100 mètres. Voilà, donc ça, on peut le retrouver dans des tables, bien sûr, il n'y a pas à le savoir par cœur. Ensuite, 10 broad 36, là, vous avez une explication explicite de la distance. C'est 36 fois en hectomètres, donc 100 mètres, c'est-à-dire 3 km 6. Voilà, donc ça c'est pour de la bande large. Et enfin, vous avez du 1000 base SX. Donc là, c'est de la fibre optique, parce que SX, c'est tout ce qui concerne la fibre optique. Et là, le débit est de 1 gigabit par seconde, bien sûr, avec une transmission numérique, puisque c'est base, et distance maximum de 3 km. Là encore, c'est parce que SX, dans une table, quelque part, correspond à une distance de 3 km. Voilà pour la normalisation. Alors maintenant, quelques mots sur la performance d'Ethernet. Alors justement, on trace une courbe ici dans laquelle on représente le rendement. Donc vous voyez que le rendement, il varie entre 0 et 1.
et sa valeur maximale, c'est 1. Donc on cherche à avoir le meilleur rendement possible, bien sûr. Et puis ici, vous avez la charge. Donc la charge, c'est le taux de charge du réseau. Donc s'il est très chargé, on se dirige ici vers ces valeurs-là. Alors maintenant, on regarde un petit peu les différentes courbes. Alors, on a représenté un paramètre qu'on appelle ρ. Alors, ρ, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ρ, c'est tout simplement un paramètre qui tient compte de la taille du réseau. Donc, on peut dire qu'il est directement proportionnel à la taille du réseau. Autrement dit, plus je me dirige ici vers des ρ grands, plus le réseau est grand. Ici, j'ai un réseau qui est tout petit. À la limite, si j'ai ρ égale 0, eh bien, j'ai deux machines qui se touchent avec une distance nulle. Bon, ça, c'est un cas illusoire, bien entendu. Donc, on voit que pour ρ égale 0, on a une courbe qui est pas mal. Par contre, lorsqu'on augmente la taille du réseau, donc on constate premièrement qu'il y a un maximum, c'est-à-dire qu'après, ça se casse la figure, et deuxièmement, que plus on diminue, c'est-à-dire plus on augmente la taille du réseau, plus le maximum est bas. Vous voyez que ici, les valeurs du maximum, elles ne font que diminuer quand le réseau devient de plus en plus grand. Et ce maximum, il est obtenu pour des valeurs de plus en plus courtes de la charge. C'est-à-dire, si j'ai un grand réseau, j'ai un rendement qui se casse la figure et il est obtenu pour une charge de plus en plus faible. Autrement dit, plus le réseau est grand, moins ça marche. Et c'est ça le problème d'Ethernet. Et ça, c'était avec les hubs. Si on passe maintenant au switch, eh bien, on reste, si vous voulez, à ce niveau-là. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'actuellement, Ethernet fonctionne toujours. Alors, quelques mots sur l'adressage au niveau MAC maintenant. Donc, toute carte réseau possède une adresse unique, comme on l'a vu, et fixe, appelée adresse physique ou encore adresse MAC. Ces adresses sont délivrées par l'I3E et codées sur 6 octets, c'est-à-dire 6 x 8, 48 bits. Les 3 premiers octets sont réservés à l'identification du constructeur de la carte, et les autres, c'est un numéro, si vous voulez, individuel, comme un numéro de plaque d'immatriculation. Donc la lecture de l'adresse MAC, elle peut se faire soit sous Windows, par la commande ipconfig/all, là on a l'adresse MAC, soit sur Unix, on fait ifconfig, le nom de l'interface, et on aura, bien sûr, l'adresse MAC correspondante. Alors un petit exemple visible. Ici, vous voyez ce que j'ai fait sur ma machine. Donc, en tapant ipconfig/all, j'ai un certain nombre d'informations, dont ici, la plus importante, qui est l'adresse physique ou adresse MAC. Donc, vous voyez qu'il y a 3 octets ici, qui sont ceux-ci. 00, 12, 3F, c'est un hexadécimal, bien sûr. Et puis ça représente la partie constructeur. En fait, vous voyez que les 3 derniers octets ici représentent le numéro de série chez le constructeur. Voilà, alors on parle souvent des trames Ethernet, il y avait différentes modulations autour du standard Ethernet, le plus connu et le plus stable actuellement, c'est Ethernet 2. Donc le champ type indique la nature de ce que la trame transporte, alors que dans l'ancien standard Ethernet 802.3, il indiquait tout simplement la longueur de la trame. Donc maintenant, ce n'est plus le cas, c'est le champ type. Alors, par exemple, si les 2 octets ont la configuration, 0x ça veut dire que c'est en hexadécimal, 0800 c'est de l'IPv4, 86DD c'est de l'IPv6, 0806 c'est le protocole ARP, 8035 c'est RARP, reverse, 8100 c'est I3E 802.Q, c'est pour les VLAN, etc. Voilà. Alors on définit au niveau du standard Ethernet une dernière chose qu'on appelle MTU. MTU, ça veut dire Maximum Transmission Unit, c'est tout simplement la taille maximum des données que transporte la trame Ethernet. Et ici, c'est 1500 octets pour les trames standards. Voilà, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, quelques petits standards au niveau du 10 gigabits. Vous avez ici le 10G base CX4, ça c'est longueur de 15 mètres pour des câbles en cuivre. Vous avez le 10G base T, transmission sur câble catégorie 6 full duplex, longueur maximale 100 mètres. Vous voyez qu'on est à peu près toujours dans ces longueurs. Vous avez le 10G base SR, 850 nanomètres, 300 mètres, dark fiber, 10G LX4 multiplexage WDM pour supporter des distances entre 240 et 300 mètres
sur fibre multimode. Le 10G base LR, ça c'est encore de la fibre optique, 1310 nanomètres, donc vous avez à chaque fois la fréquence de la porteuse, 10 km, vous voyez que c'est quand même intéressant. Le 10G base SW, ça c'est pour le réseau Sonnet, donc 300 mètres, un peu plus spécifique, etc. Voilà, et 10G base EW, 40 km pour le réseau Sonnet. Donc vous voyez qu'on atteint des dizaines de kilomètres avec la fibre optique et avec des débits extrêmement importants. Alors quelques mots maintenant sur le standard Wi-Fi. Donc on en avait déjà parlé au niveau de la couche physique. Maintenant nous allons en parler au niveau de la couche liaison de données. Donc vous avez également du LLC pour le Wi-Fi. On en dira peu de choses. Elle utilise simplement les mêmes propriétés que la couche LLC 802.2, donc classique. Et ça permet notamment de relier votre réseau Wi-Fi à un WLAN, c'est-à-dire un réseau de plus grande taille, ou à tout autre réseau local appartenant à un standard de l'I3E. Alors, la couche MAC, c'est celle qu'on va voir maintenant, Medium Access Control, est spécifique à l'I3E 802.11. Et là, on change un petit peu de protocole. Quand je dis un petit peu, il y en a une partie qui est commune. Cette méthode d'accès s'appelle CSMA-CA, ce qui veut dire Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. C'est-à-dire que cette fois, on va chercher à éviter cette collision. C'est la méthode d'accès qui est utilisée par le Wi-Fi. Alors en fait, si on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé CSMA-CD, tout simplement parce que lorsqu'on a deux stations qui veulent communiquer avec un récepteur commun, eh bien ces stations peuvent être situées à l'opposé l'une de l'autre et elles ne s'entendent pas forcément mutuellement à cause de du rayon de portée du signal radio. Donc dans ce cas-là, on va avoir des problèmes justement. On ne va pas détecter des stations alors qu'en fait, elles sont en train d'émettre, ce qui est un peu embêtant. Alors pour ça, vous avez un mécanisme qui va éviter les collisions et qui, lui, est basé sur une négociation préalable et des accusés de réception réciproque entre émetteurs et récepteurs. Vous avez deux possibilités qui sont CSMA-CA pur et CSMA-CA avec RTS-CTS. On va donc jeter un coup d'œil sur ces deux protocoles. Donc on va se limiter au mode ad hoc, c'est-à-dire DCF, fonction de coordination distribuée. Donc la station qui veut émettre, eh bien, elle écoute le réseau. Alors on définit toujours le temps de back-off comme le temps d'attente aléatoire, c'est un petit peu ce qui se passait dans le protocole CSMA-CD, c'était pour la fenêtre de contention, donc là on garde la même sémantique pour ce temps. Alors, si le réseau est occupé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans ce cas-là, la transmission est différée, donc ça c'est comme dans CSMA-CD. Sinon, si le média est libre pendant un temps donné, qu'on appelle DIFS, Distributed Interframe Space, alors la station peut émettre. Donc vous voyez que d'abord, elle attend un temps d'attente prédéfini, qui s'appelle DIFS. On verra comment on le calcule après. Alors, les problèmes du CA, c'est qu'en fait, est-ce qu'on évite complètement les collisions? La réponse est non. Par exemple, si les back-off de deux stations se terminent simultanément, comme dans CSMA-CD, eh bien là, on aura une collision. Si les deux stations ne s'entendent pas physiquement, on peut aussi avoir une collision à un moment donné. Donc, la détection de collision, en fait, elle se fait simplement par absence de réception d'un accusé de réception qu'on appelle ACK. Donc, si on ne l'a pas, au bout il y a une temporisation, bien sûr, et dans ce cas-là, on réémet. Alors ensuite, vous avez le mode RTS-CTS. Donc, c'est toujours du CSMA-CA, mais avec envoi de RTS, avec une durée de réservation, et acquittement par une trame qu'on appelle CTS après un SIFS. Alors le SIFS, on va en parler souvent, le SIFS il est fixe, c'est tout simplement une espèce de durée intertrame qui existait d'ailleurs dans le protocole CSMA-CD. C'est le temps intertrame, c'est tout, il est fixe et on le trouve pratiquement partout. Donc la station transmet un message appelé Ready to Send ou RTS, qui contient donc des informations sur le volume des données qu'elle souhaite émettre et sa vitesse de transmission. Ensuite, le récepteur, c'est-à-dire le point d'accès, va répondre par un Clear to Send, CTS, qui signifie le champ est libre pour émettre. Vous voyez qu'ici, c'est le point d'accès qui répond et non pas la station de destination. Ensuite, la station va commencer l'émission des données. Toutes les stations avoisinantes patientent pendant un temps calculé à partir du CTS ou du RTS, mais comme tous les voisins ne reçoivent pas forcément le RTS, eh bien, on préfère le calculer à partir du CTS.
Donc toutes les données émises par la station sont acquittées par le récepteur et ça se matérialise par un envoi d'un accusé de réception ACK, Acknowledge. Voilà. Alors quelques exemples ici. Donc vous voyez ici, vous avez une transmission CSMA-CA pure. Donc vous avez ici une station qui émet de A vers C une information. Pendant ce temps, on constate qu'il y a les stations B et C, comme dans le protocole CSMA-CD, qui voudraient émettre, mais qui ne le font pas puisque la voie est occupée. Vous avez ensuite le petit temps d'attente SIFS, puis un accusé de réception qui est envoyé, à la suite de quoi on ajoute un DIFS, et puis après le DIFS, eh bien là, les stations peuvent commencer à envoyer. Alors celle-ci, elle n'a plus rien à émettre, donc elle a un back-off d'attente. Ensuite, les deux stations ici émettent, elles ont une durée calculée. Celle-ci doit attendre que 2 slots, celle-ci doit attendre 5 slots. Donc, comme le back-off de celle-ci est inférieur, eh bien, elle va pouvoir transmettre ces informations tout de suite après. L'autre attend naturellement. Puis, à nouveau, un SIFS, accusé de réception de la station A, qui a reçu les informations, puisqu'il s'agit d'une transmission de B vers A. Voilà. Ensuite, un DIFS, et puis ça recommence. Vous voyez que celle-ci avait donc un back-off de 4 slot time. Comme elle en a utilisé 2, eh bien, il lui en reste 2. Et puis, comme pas d'autres stations veulent émettre ici, donc elle émet ces informations, par exemple, de C vers A. Puis un SIFS, l'accusé de réception, toujours, et on continue, ainsi de suite. Alors, comment ça se passe maintenant quand vous avez RTS-CTS? Là, c'est un petit peu plus long, donc la station A veut émettre, elle envoie donc son RTS, puis après attendre d'un SIFS, ici, elle va recevoir le CTS. Donc voilà la communication RTS-CTS. Donc à partir du moment où j'ai envoyé un RTS, eh bien, il va y avoir une espèce de réservation du canal de données. Donc cette réservation, on l'appelle NAV. NAV, on expliquera après ce que veut dire ce temps. Alors, pendant ce temps-là, donc attendre d'un SIFS après la réception du CTS, donc là, vous avez transmission tout simplement de A vers B. Puis, comme d'habitude, comme dans le protocole précédent, le CSMA-CA, attente d'un SIFS, réception de l'acknowledge et fin donc de la réservation du canal. Ensuite, à nouveau un DIFS, le DIFS est obligatoire, puis un back-off pour celui-là ou autre. Voilà. Alors, quelques mots sur ces fameuses trames RTS-CTS. Eh bien, vous voyez que tout d'abord, ce que j'ai appelé NAV, donc c'est le Network Allocation Vector, qui correspond à la réservation du canal. Le RTS contient un certain nombre de champs importants. Il peut y avoir des données entre les deux, mais ça, c'est une trame minimum. Vous avez donc 2 octets pour le contrôle, 2 octets pour la durée, 6 octets comme d'habitude pour l'adresse MAC destination, 6 octets pour l'adresse MAC source, vous voyez que ça ne change pas par rapport à CSMA-CD, puis un CRC pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, dans ces informations, toujours de 4 octets. Alors le CTS va être une réponse au RTS, donc dans ce cas-là, on a un champ contrôle de 2 octets, une durée toujours de 2 octets, et une adresse MAC source qui va correspondre à l'adresse MAC destination ici. C'est-à-dire que l'adresse MAC destination est devenue l'adresse source dans celui-ci. Vous avez un champ de contrôle, bien sûr, obligatoire là-dessus. Donc vous voyez que ces trames sont assez courtes, que ça ne pénalise pas trop les échanges. Puis enfin, la trame d'accusé de réception, avec un champ de contrôle de 2 octets, une durée de 2 octets, et une adresse MAC qui correspond à l'expéditeur de la trame, puis un CRC de 4 octets. Donc vous voyez que pour toutes les trames, vous avez tout le temps la détection d'erreurs. Et puis, bien sûr, ces trames vont participer à l'allocation du canal entre 2 machines. Donc ici, on retrouve bien les fonctionnalités de base de la couche 2, à savoir être capable de détecter les erreurs de transmission sur tout échange et d'être capable de gérer l'allocation au support de transmission. Enfin, dernière petite chose pour le calcul des temps. Donc, le calcul de SIFS, il est très simple. Pour connaître SIFS, il suffit de savoir de quel type de protocole 802.11 on a affaire. Connaissant SIFS, ensuite, on est capable de calculer DIFS. DIFS, c'est simplement SIFS plus un calcul qui dépend aussi du protocole, du même protocole 802.11. Enfin, un calcul d'émission des trames de données, ça se fait de la même manière que le calcul du temps de transmission qu'on a vu dans la couche physique, donc toujours
pareil avec le débit et le volume des données transmises. Le calcul des trames de service RTS, CTS, eh bien, va nous donner un temps de transmission calculé de la même manière, hein, sachant que les trames ont des tailles définies ici. Le calcul du back-off, ben ça c'est une durée aléatoire, donc en général, si vous avez un exercice là-dessus, eh bien, elle est donnée par l'énoncé pour pouvoir faire les calculs. Exemple, la durée de RTS, si le débit est de 20 mégabits par seconde, ben c'est 20 fois 8 divisé par 20 à 10-6, ça c'est le débit, hein, et puis 20 c'est la taille ici de RTS. Donc ici, ça vous donne 8 microsecondes par exemple dans ce cas-là. Voilà, donc quelques valeurs de SIFS, donc c'est le temps nécessaire à une trame Wi-Fi, on l'a dit, pour traiter une trame et répondre avec une trame de réponse. Donc ici, pour le 802.11b, vous voyez qu'il est 10 microsecondes, le 802.11a, 16 microsecondes, le 802.11g, 10 microsecondes. Le 802.11n à 2,4 Go, il est de 10 microsecondes. Le 802.11n, 5 Go, 16 microsecondes. Et le 802.11ac de 16 microsecondes également. Donc vous voyez que ça tourne toujours autour d'une dizaine de microsecondes. Après, ça dépend des standards. Voilà. Puis le DIFS, eh bien lui, vous voyez que c'est le FIFS plus 2 fois la durée d'un slot. Et cette durée d'un slot, elle est définie ici pour les différents standards. Hein, donc là, ils vous sont donnés, 802.11b par exemple, c'est 20 microsecondes. Donc le DIFS, ça fait 2 fois 20 plus 10, ça fait 50. Voilà, puis pareil pour tous les autres. Donc on est capable de calculer tous ces temps. Alors maintenant, passons à la dernière phase, qui est le protocole PPP, Point-to-Point Protocol. Alors, Point-to-Point Protocol est défini dans les RFC 1661, 1662 et 1663. Ici, vous avez un lien sur 1661 que vous pouvez aller consulter, ainsi que les autres, bien sûr. Donc là, vous aurez tous les détails sur ces protocoles. Ici, on ne va pas trop rentrer dans les détails, on va simplement donner les traits principaux. Donc, c'est un protocole qui gère la couche 2 sur les transmissions par modem, c'est-à-dire en général par box chez vous, notamment la connexion entre un routeur box et un routeur des télécoms. Hein, sur votre box, il y a forcément un routeur qui va communiquer avec le routeur du centre des télécoms auquel vous êtes relié par liaison téléphonique. PPP s'appuie donc sur 3 composants. Tout d'abord, l'encapsulation des datagrammes, c'est-à-dire qu'on va mettre des informations à l'intérieur de cette couche. Alors ça peut être des informations de même niveau ou de niveau supérieur. Le contrôle de la liaison, établissement ou fermeture, avec un protocole qui appartient donc à PPP, qui est appelé LCP, Link Control Protocol. Et enfin, le contrôle de la couche réseau avec NCP, Network Control Protocol, qui lui est en interface avec la couche supérieure. Donc chaque protocole de la couche 3 possède sa propre interface NCP. Par exemple, IPCP pour le protocole IP, qui est le plus important. Alors rapidement, une structure du protocole. Donc l'entête PPP permet la détection d'erreurs, des mécanismes d'authentification comme PAP ou SHAP et l'agrégation de liens. On parle de PPP multilink. Alors on peut me dire, tiens, ça permet la détection d'erreurs, mais je ne vois rien pour ce qui est de l'accès au support. Bien, tout simplement, ici, il ne s'agit pas d'une liaison point-multipoint. Il s'agit d'une liaison entre 2 points. Donc ici, il n'y a aucun risque de collision. Vous avez simplement un émetteur avec un récepteur. D'accord ? Ce n'est pas un émetteur avec de multiples récepteurs. Donc pas de collision. Donc il y a simplement à gérer la détection d'erreurs, plus tout ce qui tourne autour de l'authentification pour la sécurité, etc. Voilà. Donc vous avez un délimiteur de début de trame, un délimiteur de fin de trame qui sont les mêmes, hein, c'est un octet, 7E pour sa valeur. Ensuite, vous avez 2 octets pour le protocole pour dire ce que je suis en train de transporter. Puis ensuite, au maximum 1500 octets pour les données de niveau supérieur. Donc vous voyez qu'il peut remplacer Ethernet ou intégrer de l'Ethernet. 2 ou 4 octets pour le checksum ensuite. Alors au niveau de l'encapsulation, ben, vous avez PPP over X. X, c'est une famille de protocoles qui encapsulent PPP. Donc les 3 principaux sont les suivants. PPP over ATM, PPPoA, PPP over Ethernet, PPPoE, ou PPTP,
PPP est encapsulé dans du protocole IP. C'est possible également. Alors un exemple, PPP over Ethernet, donc vous l'avez ici, par exemple, c'est ce que vous avez à la maison. Vous pouvez avoir certaines machines reliées à un routeur directement à votre box. Puis ici, par ADSL, on va avoir du PPP over Ethernet et pour aller assez loin jusqu'à retrouver un protocole Ethernet, par exemple, via un VPN. Donc le protocole, c'est de gérer plusieurs flux PPP sur un réseau Ethernet, ça il sait faire. La solution, c'est PPP over Ethernet. Et c'est ça qui est utilisé principalement dans les VPN. Alors un dernier exemple, voilà ce que vous pouvez avoir, une configuration typique chez vous, avec une machine derrière une box. Donc là, vous avez de l'Ethernet sur votre machine, PPP-oE, et de l'IP. Et puis on va essayer d'atteindre le centre des télécoms ici avec un protocole, soit PPP over ATM, soit de l'ATM, soit de l'IP directement. Alors la pile de protocoles dans ce cas-là, vous en avez un exemple ici. Vous voyez que sur votre machine, qui est donc le niveau terminal, vous avez la couche application, du TCP/IP. En dessous, on va mettre du PPP, puis du PPP over Ethernet, et enfin, vous sortez de votre machine par de l'Ethernet. Votre câble physique vous emmène jusqu'à la box. À la box, l'Ethernet est décapsulé. On récupère le PPP over Ethernet et c'est le PPP qui est analysé. Et ensuite, à l'extérieur, on peut par exemple avoir du PPP over ATM, auquel cas on va réencapsuler le paquet PPP de l'AL5. Bon, ça c'est des sous-protocoles ATM, je ne rentre pas dans les détails, et c'est envoyé par exemple sur de la fibre au centre des télécoms, avec des débits naturellement de l'ordre de 1 giga. Voilà, donc c'est tout pour ce cours.